les cibles qu'ils ont à toucher, revenir se déposer. Alors que si vous voulez protéger vos intérêts en Amérique, vous ne pouvez pas. Vous n'avez aucune base militaire sur son sol. Ça veut dire qu'ils vont vous voir venir à travers l'océan Atlantique ou à travers l'océan Pacifique. Vous serez vu de très loin et vous serez stoppé à distance. Mais quand c'est eux, ils arrivent à faire comprendre que c'est parfaitement normal qu'ils ont des bases militaires chez vous. Petit côté, l'Empire défié. Il y avait à votre place hier Bruno Retailleau qui rappelait le livre d'Aaron, La République impériale. Ces États-Unis d'Amérique qui sont une grande démocratie, mais qui sont aussi un empire. Et là, on défie. Une grande démocratie et un empire. Ce n'est pas que soit ils sont l'un, soit ils sont l'autre. Être une grande démocratie et un empire, monsieur Rochebin, repose sur deux principes politiques fondamentalement incompatibles dans leur essence même. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple pour le peuple. Blablabla, on connaît. En théorie. Une démocratie repose sur les principes comme la souveraineté populaire, l'égalité des droits, la non-ingérence dans les affaires d'autrui, le respect du droit international et des autodéterminations. Donc, la démocratie s'applique à l'intérieur de ses frontières et suppose que chaque peuple a le droit de décider librement de son destin. Rien que quand je finis de parler comme ça là, vous ne voyez pas les États-Unis dans ce que je décris. Maintenant, du côté de l'empire, le principe c'est la domination sur les autres peuples. C'est ça l'impérialisme. La domination sur les autres gens, sur les autres peuples. L'expansion du pouvoir au-delà de ses frontières, c'est ce que les États-Unis font. L'ingérence dans les affaires d'autrui, c'est ce que les États-Unis font. Passent le temps à s'ingérer dans les affaires d'autres États. L'exploitation, la domination directe et indirecte sur les territoires étrangers, c'est ce que les États-Unis font. La volonté de maintenir une hiérarchie mondiale avec lui au sommet. C'est ce que les États-Unis font. Un empire nie la souveraineté des autres peuples. Et il le fait au nom de ses propres intérêts stratégiques, économiques ou idéologiques. Vous n'êtes pas chrétien, on va vous apporter le christianisme. Donc, là où l'un, démocratie, prône l'autonomie de chacun, l'autre impose sa vision, sa version du monde aux autres. Alors, maintenant, j'aimerais bien savoir qui a renversé plein de gouvernements à travers le monde. Si on doit même parler de l'Iran, en 1953, qui a renversé le gouvernement? J'ai récemment fait une vidéo explicative de cet événement. Au Chili, en 1973, qui a renversé le gouvernement, qui déclenche les guerres partout dans le monde, qui continue d'étendre son pouvoir en continu. Donc non, monsieur Rochebin, les États-Unis ne peuvent pas être l'un et l'autre. Ils sont soit l'un, soit l'autre. Et le monde entier sait que les États-Unis, c'est l'autre. Ce sont des impérialistes. Maintenant, ils se cachent derrière une soi-disant démocratie. Démocratie qu'ils n'ont toujours pas. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Oui, on va vous mettre un président, un congrès, etc. Mais c'est l'État profond qui dirige. Et l'État profond n'a pas 4 ans de mandat. Ces gars ont 50 ans de mandat. Ils ont même la durée d'une vie de mandat. Ils prennent tout le temps de tout planifier. Et ensuite, on va vous mettre des pantins. Des gens, on va dire qu'ils ont de grands pouvoirs, oui. Vous verrez que théoriquement, ils ont de grands pouvoirs, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est même d'ailleurs Elon Musk qui disait que le poste de président, c'est un poste trop contraignant. Qu'en tant que milliardaire, il a plus de pouvoir qu'en tant que président. C'est pour vous dire à quel point il n'est pas aussi puissant que ça. Il est dirigé, en fait, par des gens que l'on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur âge, on ne connaît pas leur sexe, on ne connaît pas leurs objectifs. Du moins. On connaît, mais pour ça, il faut fouiller. Qui rappelle le livre d'Aaron, La République impériale, ces États-Unis d'Amérique qui sont une grande démocratie, mais qui sont aussi un empire. Et là, on défie l'empire. Oui, et on défie, en fait, une présence historique des États-Unis dans la région. On sait à quel point le Golfe Persique, à cause du pétrole évidemment, est important pour les États-Unis. Et les Américains sont chez eux, là. Non, les Américains ne sont pas chez eux. Ça reste des envahisseurs. Mais je suis surpris par cette rhétorique. Comment ça, les Américains sont chez eux sous prétexte que c'est une occupation historique et sous prétexte qu'il y a les intérêts pétroliers là-bas? Non, ça reste des envahisseurs. Je ne sais pas, c'est quelle manière de penser ça? Ah, qu'est-ce que je raconte? Ils ne sont pas différents. Français, Américains. J'oublie que les Américains ne sont que des Européens qui sont quittés d'Europe pour aller massacrer des gens sur leur terre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs même, dans la suite de sa logique, les Américains caucasiens aujourd'hui aux États-Unis estiment qu'ils sont plus américains que les natifs américains, les différentes tribus amérindiennes qui avaient là-bas avant leurs différents génocides. C'est vrai. Ils sont dans leur logique, hein, parce qu'on a été là historiquement. C'est chez nous. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des dirigeants français qui déclarent que le Niger leur appartient, qui déclarent que le Mali, c'est à eux, que le Burkina Faso, c'est à eux. Et maintenant, vous les entendez dire sans gêne que les Américains sont chez eux au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, effectivement, c'est presque des propres villes, ils ont leurs propres magasins. Moi, j'avais visité une de ces bases, c'est incroyable. En plus, tout ça est assez largement sous-traité à des entreprises privées, donc on sent qu'il y a énormément d'argent, pour dire les choses clairement. Mais c'est pas parce que les Américains sont isolationnistes qu'ils n'ont pas cette fierté d'être les gendarmes du monde. Et évidemment, s'ils sont défiés dans cette zone qui est vraiment par essence absolument centrale pour eux, je pense qu'avec le Pacifique, ce sont
sont les deux lieux de focalisation la plus forte de ce qu'on peut appeler l'impérialisme américain. On voit là ce paradoxe de Trump. Il est l'homme qui prend quand même un risque, parce que vous disiez, on lui a présenté, mais enfin il n'est pas idiot Trump, il savait bien qu'il y avait un risque de contre-coup, donc il prend des risques pour asseoir un peu plus la puissance américaine. C'est pour ça que quand, je ne sais pas à qui vous faisiez allusion quand vous disiez que certains parlent d'un scénario catastrophe, je ne crois pas qu'on soit dans le scénario catastrophe. On est encore au moment de la prévisibilité, c'est-à-dire que Donald Trump savait pertinemment qu'il y avait un risque d'attaque sur les bases aériennes. Maintenant, tout dépend... Moi, je n'appellerais pas ça un risque, c'était une certitude. C'était pas un risque. Puisque nous tous, on savait qu'il n'y avait aucune chance que l'Iran ne réplique pas. D'ailleurs, il savait tellement que l'Iran allait répliquer qu'eux-mêmes, tout seuls, comme des grands, ont décidé d'évacuer une partie du matériel, ce qu'ils ont pu évacuer du moins avant que l'attaque n'arrive. Abnous, qui connaît bien les mollahs, dit qu'ils ne sont pas suicidaires. Moi, je n'en sais rien. Et peut-être que le guide Khamenei, à un moment où il n'aurait plus rien à perdre, pourrait avoir une attitude plus kamikaze. En tout cas, je pense que ce serait bien présomptueux de pouvoir prévoir absolument la riposte. Et encore une fois, la guerre porte sa propre dynamique, c'est valable pour toutes les guerres, et il y a une part d'imprévisibilité. Et on en est là. Là, pour le moment, il n'y a pas d'engrenage commencé, il n'y a pas de catastrophe affirmée, mais il y a une ligne de crête très dangereuse qui est encore le moment qu'on attendait. Non, mais d'abord, tout a été fait pour qu'il n'y ait pas de blessés et encore moins de morts. Tout le monde a été prévenu. C'était vraiment un jeu de posture, jeu de je ne veux pas perdre la face. Ensuite, il est d'autant moins suicidaire que quand même dans son idée, depuis quelques mois, elle s'accentue, Ali Khamenei veut mettre à sa place son fils. Non, attends. Avant qu'on aille plus loin. La raison pour laquelle l'Iran n'a pas voulu des dégâts civils, mais uniquement le dégât matériel, c'est-à-dire frapper pour la riposte, c'est parce que, comme ils l'ont dit dans leur communiqué, le but est de frapper à la mesure des dégâts causés par les États-Unis en Iran. Même le nombre de bombes était identique. C'est-à-dire que c'est la quantité de bombes que les États-Unis ont utilisées pour frapper l'Iran. L'Iran a utilisé la même quantité de bombes pour frapper la base américaine. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, comme en Iran, il n'y a pas eu de pertes civiles, de pertes humaines, pardon, ils n'ont pas non plus voulu avoir des pertes humaines sur la base militaire américaine. C'est comme ça que ça a été pensé. Ils ne font que répliquer à la mesure de l'affront qu'ils ont subi. Les frappes dans les villes israéliennes, c'est parce que Israël frappe aussi dans les villes en Iran. Donc il ne faut pas qu'on mélange en fait les choses. Parce que là, elle veut faire passer ça pour de la faiblesse de la part des Iraniens en mode ok, ils ont été précautionneux. Non, leur précaution n'est pas due à une quelconque peur. Leur précaution est le fait qu'ils ont décidé de ne réagir qu'à la mesure de l'affront et de l'injustice qu'ils ont subi. Point à la ligne. Pour ne pas dire que oui, ils ont exagéré d'un peu. Non. On va rester professionnel. On va rester dans la réciprocité. Ce que tu me fais, je te fais. Point à la ligne. Quelqu'un qui accentue l'aspect monarchie, qui veut mettre... Oui, s'il est exclu du comité, le comité peut le nommer. Oui. D'accord. C'est guide suprême de père en fils. Exactement. Comme les magasins où c'était marqué, voilà, boucherie... J'avais compris qu'il l'avait exclu parce que justement la dynastie est anti-révolutionnaire et qu'il ne faut pas que... Ce qui n'existe pas chez les chiites, donc ce qui accentue le côté monarchie. D'ailleurs, le clergé chiite est contre. Mais je ne crois pas je ne suis pas certaine, au fait, concrètement, que les Iraniens, que la monarchie soit capable d'une catastrophe. En termes de guerre, ils n'ont pas les moyens. Les armements sont en train de se vider. Vous êtes d'accord que depuis le début de cette guerre, l'Iran n'a pas les moyens. Depuis le début de cette guerre, il ne reste que 2 missiles à l'Iran. Depuis le début de cette guerre, l'Iran ne peut rien faire. Depuis le début de cette guerre, l'Iran ne sait pas comment se protéger. Depuis le début de cette guerre, vraiment, l'Iran est toujours en position de faiblesse. Peu importe ce qui est dit, l'Iran est en position de faiblesse. Je dis même depuis le début de cette guerre, depuis 1979, l'Iran est en position de faiblesse. Aujourd'hui, l'Iran ne fait que répliquer à tout. Vous détruisez, ils détruisent. Vous attaquez, ils contre-attaquent. Vous faites si ils répondent. Mais c'est l'Iran qui est en position de faiblesse. D'ailleurs, peut-être qu'il ne reste même qu'un demi-missile à l'Iran en tant qu'on y est. C'est-à-dire, l'Iran manque de tout, mais l'Iran met au pas tout le monde. C'est quand même bizarre, non? Et ils sont capables de retournement stratégique. Ils l'ont déjà montré par le passé. Ils ont les Chines fourbes. On va dire qu'ils sont fourbes. Et ensuite, juste... On va dire qu'ils sont fourbes. D'accord. Merci pour le choix du mot là-bas. C'est très valorisant. Mais vraiment, très rapidement, les Américains ont commencé à se désengager du Moyen-Orient depuis qu'ils ont le gaz de schiste et qu'ils ont en gros l'énergie à la maison, qu'ils ont moins besoin du pétrole du Moyen-Orient. Quand même, avec Obama, il y a une accélération réelle. Je veux dire, ils sont chez eux, mais ça les intéresse de moins en moins. C'est plus le Pacifique qui les intéresse, parce que quand même, cette région, à part des guerres, des gens qui ne s'entendent pas et qui ne sont pas foutus de faire la paix, ils commencent quand même en train de dire, et ça commence vraiment à nous taper. Je demande
Demande, elle, c'est quoi ça? C'est quel individu ça? On n'a pas mis son poste. Généralement, ils mettent son métier. Shalmani. Apnous Shalmani. Elle fait quoi là en fait? Donc, le désordre au Moyen-Orient, c'est le fait que les gens n'arrivent pas à s'entendre. Ce n'est absolument pas le fait que c'est volontairement créé par les États-Unis et ses proxys dans la région. C'est-à-dire que ces gens ont un mépris détestable. Le monde sait ce qui se passe. Le monde sait comment le désordre se crée. Le monde sait qui est responsable de tout ça. Même quand on parle du terrorisme, Trump qui disait oui, on a frappé l'état terroriste patati patata qui est l'Iran, c'était un succès. Qui finance le terrorisme? Ce ne sont pas toujours les Occidentaux, ce ne sont pas toujours les Américains en tête. C'est-à-dire, je ne vais jamais cesser de le rappeler. Réécoutons encore cet extrait de vidéo. Monsieur Roman, savez-vous que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Oui, monsieur. Pouvez-vous citer d'autres exemples d'aide étrangère ayant bénéficié à des organisations terroristes? Nous avons aidé Al-Shabaab en Somalie. Il y a eu des cas concernant le réseau Hamzeh au Soudan, le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, Kataïba, ainsi que Hayat Tahrir al-Sham en Syrie. Des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une aide indirecte par le biais de l'aide étrangère américaine. Je pense que le message, il est clair, non? Donc, ça veut dire que le désordre au Moyen-Orient est volontairement créé. Et tous sur ce plateau le savent, absolument tous. Maintenant, ils font comme si le désordre au Moyen-Orient, ça sort de nulle part. Même chose en Afrique. Ils vont venir avec cet air paternaliste-là, nous dire oui, vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble, vous n'arrivez pas à vous coordonner, vous avez tout le temps besoin d'aide, sachant très bien qui ils mettent à la tête de nos pays, sachant très bien qui ils envoient pour pouvoir détruire toutes les personnes pertinentes quand ils arrivent à la tête de nos pays, sachant comment eux-mêmes ils génèrent le désordre, eux-mêmes ils créent des systèmes pour pouvoir nous enfermer dans des carcans. Et chaque dirigeant qui veut en sortir, on l'élimine. Puis on prend un valet, un gars bouffi, fatigué de manger, on le porte, on le dépose quelque part en Afrique et on lui dit ok, tu vas te contenter d'être un dictateur, tout ce que nous on veut c'est nos choses. Fais ce que tu veux de l'argent qu'on va te donner, de toute façon il n'y aura pas suffisamment d'argent pour vous tous. Et puis elle arrive, elle fait des reproches. C'est-à-dire ils ont atteint un niveau de criminalité qui est indécent. Et c'est eux qui viennent sur les plateaux télé faire les donneurs de leçons. Non, elle ne parle plus. Primordial dans ce qui va se passer. Si on en reste là, je pense que les Américains seraient très avisés de ne pas répliquer pour éviter l'escalade. Parce que non mais c'est quelle escalade? S'ils répliquent, il se passera quoi? Peut-être que la monarchie tombera pour de bon. Ça... Non, c'est pas ça. Mais j'ai même pas dit que j'allais couper la parole à la fin.